Place à présent à l'invité du grand journal Média Morning. Le Brésil accueille actuellement les chefs d'État et de gouvernement du G20 dans un contexte de tensions géopolitiques marqué notamment par les conflits au Proche-Orient et en Ukraine. Ce sommet annuel est surtout axé sur le changement climatique. Le G20 2024 est bousculé par le retour au pouvoir du président américain Donald Trump. Pour en parler, nous sommes en direct avec Hicham Kasraoui, consultant stratégie, expert à l'Institut marocain d'intelligence stratégique. Bonjour, monsieur Hicham Kasraoui, et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et merci pour l'invitation. Alors, le G20 s'est ouvert ce lundi à Rio de Janeiro dans un contexte international compliqué entre la crise climatique, la guerre en Ukraine et au Proche-Orient. Quels sont les enjeux du sommet G20 2024 ? D'abord, rappelons-le que le sommet du G20 est l'un des plus importants moments qui réunit à la fois les pays du Nord, donc à savoir l'essentiel des pays du G7, et les pays du Sud global, donc à savoir l'essentiel des pays des BRICS, en plus de l'Union européenne et l'Union africaine. Donc c'est un moment très attendu dans l'année. Cette année, c'est encore plus particulier parce qu'il se déroule en même temps que la COP29 qui se tient en Azerbaïdjan à Bakou cette année. Et c'est un sommet encore plus particulier à cause de l'absence simultanée des deux chefs d'État de grande puissance, à savoir le président Trump qui n'est pas encore en exercice et le président Poutine qui a annoncé ne pas vouloir se rendre à Rio pour ne pas perturber ses travaux, lui qui est aujourd'hui sous mandat d'arrêt international. Donc sur le fond, il y a énormément de points sur l'ordre du jour, mais il y a trois points principaux qui sont en jeu aujourd'hui. D'abord, il y a cette initiative brésilienne de lancer une alliance mondiale contre la faim et la pauvreté, un des sujets qui a été parrainé par le Brésil, le pays hôte de cette édition, et qui souhaite donc mobiliser des financements, des bailleurs de fonds, des acteurs internationaux pour accélérer les efforts de lutte contre la faim et la pauvreté d'ici 2030, avec des propositions, notamment la taxation des très grandes fortunes du monde pour pouvoir financer cette alliance. Et il y a également un enjeu de gouvernance mondiale. Vous savez, les pays du Sud réclament de plus en plus de l'influence du pouvoir au sein des institutions internationales, que ce soit des institutions financières comme la Banque mondiale ou le Fonds monétaire international ou encore les Nations unies. Et puis évidemment la grande question climatique, en particulier la question du finance climatique, qui est un vrai sujet de ce sommet-là, parce qu'il va falloir se mettre d'accord sur de nouveaux objectifs de financement à destination des pays en voie de développement. Il va falloir trouver les modalités de financement dans un contexte où les marges budgétaires, y compris des pays développés, sont très contraintes en cette période-là. Donc il va falloir trouver comment mobiliser davantage le secteur privé, comment élargir la base des pays donateurs de ces financements-là, et de renforcer également le rôle des banques multilatérales de développement pour qu'ils puissent tenir ces engagements financiers. Il y a évidemment d'autres points à l'ordre du jour, comme les conflits en Ukraine. Justement, dès la première séance plénière, le président américain Joe Biden a appelé les pays du G20 à soutenir la souveraineté de l'Ukraine. Une déclaration qui intervient au lendemain du feu vert donné par les États-Unis à l'Ukraine pour l'utilisation de leurs missiles de longue portée contre la Russie. Qu'en pensez-vous ? Je crois que sur les deux sujets de conflit, donc à la fois l'Ukraine et le Proche-Orient, il n'y aura pas de grandes annonces ou de grandes conclusions à l'issue de ce G20, essentiellement parce que les acteurs principaux concernés ne participent pas à cette édition-là, et le président Biden est un président sortant, donc quels que soient les engagements que ce sommet prendra, ils n'engageront pas forcément successeur. Donc je pense que les résultats vont rester relativement timides sur ces deux questions. Les membres du G20 sont aussi, vous l'avez évoqué, sont aussi très attendus sur le climat. Le secrétaire général de l'ONU a appelé dimanche à faire des compromis pour débloquer les négociations qui piétinent depuis plus d'une semaine à la COP29, la conférence sur le climat à Bakou. Pourquoi ce G20 est lié à la COP29 ?
Comment expliquer cette interconnexion entre les deux sommets? Alors, comme vous le savez, en parallèle du sommet à Rio, à Bakou, les négociations sont en train de patiner un petit peu entre les délégations qui participent. Il y a des difficultés à converger vers un objectif de financement, dans ce qu'on appelle le nouvel objectif collectif quantitatif. Donc, c'est le montant que les pays développés vont devoir mobiliser pour aider et soutenir les pays en voie de développement dans leur transition écologique. Donc, aujourd'hui, à Bakou, il y a une vraie difficulté à s'aligner sur ce chiffre-là, à s'aligner sur les modalités de financement de ce montant-là, et aussi de s'aligner sur qui sont les pays qui doivent contribuer et les pays qui doivent bénéficier de ces financements. Aujourd'hui, les yeux de Bakou et des délégations qui participent se tournent vers le G20. Je rappelle que les pays du G20 représentent à eux seuls 85% du PIB mondial et sont eux-mêmes responsables de 80% des émissions de gaz à effet de serre. Donc, il y a une vraie responsabilité de ces pays-là pour venir débloquer la situation. Vous l'avez rappelé, le secrétaire général de l'ONU a appelé aux pays du G20 à trouver un compromis pour débloquer la situation à Bakou et essayer de converger vers un chiffre qui permet de sauver cette COP 29. Ce qui est intéressant à souligner également, c'est que le Brésil joue un rôle particulier cette année dans la mobilisation du sommet du G20 pour débloquer la COP 29, vu que le Brésil sera lui-même hôte de la prochaine édition du COP, la COP 30. Et donc, si la COP 29 cette année n'aboutit sur aucun résultat concret en termes de finances du climat, les risques que la prochaine COP 30 soit un succès à Belém au Brésil seraient endommagés. Donc, je pense que le Brésil va se mobiliser et mobiliser la présence des chefs d'État, des délégations du G20 pour accélérer le déblocage de la situation en Azerbaïdjan. L'Union africaine est membre à part entière des discussions. Pour la première fois, l'Union africaine a été invitée à faire partie du G20 afin de représenter les pays africains. Un mot sur l'importance de cette participation en tant que membre permanent. Alors effectivement, comme je le disais, il y a une demande générale des pays du Sud de participer davantage et d'influencer davantage la gouvernance internationale. Donc cela peut passer par la gouvernance des institutions mondiales comme la Banque mondiale ou le FMI, mais cela passe aussi par la participation aux grands événements de modération de la vie économique internationale. Et donc le sommet du G20 est une très bonne occasion de l'Union africaine de faire valoir sa voix aussi aux côtés de l'Union européenne qui, elle, est présente depuis bien des éditions. Et donc c'est l'occasion de faire entendre la voix africaine, les points de l'agenda africain en termes de transition climatique, en termes de lutte justement contre la pauvreté. Nous savons que ce sont les pays de l'Afrique qui sont très concernés à la fois par les conséquences du changement climatique, par la pauvreté aussi, et donc s'ils sont les premiers concernés, ils sont tout à fait légitimes d'être autour de la table et de participer à la réflexion et de proposer eux-mêmes des solutions qui peuvent venir relever ces défis internationaux. Alors, Donald Trump n'est pas à Rio de Janeiro pour ce sommet, pour le G20. C'est Joe Biden qui est présent au sommet, mais l'ombre de Donald Trump plane sur ce sommet à Rio. Pourquoi, selon vous ? Alors tout à fait, donc c'est le grand absent, mais qui est quand même très présent dans les esprits de toutes les délégations qui participent. La marque ou la signature de Trump, c'est évidemment le recul du multilatéralisme avec son slogan America First et son approche très transactionnelle des relations internationales. Donc cela aurait comme conséquence principale d'abord des résultats très timides de ce sommet du G20, essentiellement parce que vu que Trump ne participe pas, il n'y a aucune raison pour qu'il se sente obligé de tenir les engagements qui seront en conclusion de ce sommet. Et ensuite, sur le plan économique, le retour de Trump va notamment augmenter les barrières tarifaires sur le commerce international et donc qui risquait de bousculer les partenariats commerciaux établis et donc ce qui va
probablement pousser les partenaires commerciaux des États-Unis à se tourner vers d'autres acteurs. Rappelons-le que juste après le G20, il y a un sommet Brésil-Chine qui va se tenir au Brésil et donc c'est peut-être aussi une manière pour les partenaires des États-Unis de dire aux États-Unis que si on n'arrive plus à commercer avec vous, on va se tourner vers d'autres partenaires comme la Chine ou se rapprocher d'autres espaces de coopération comme les BRICS par exemple. Sur le plan géopolitique également, le retour de Trump va impacter essentiellement ses alliés, les alliés des États-Unis, avec l'approche très, là aussi, transactionnelle, avec des soutiens militaires conditionnés par la participation des États alliés aux frais et aux coûts de ce soutien, ou encore une approche très dure pour résoudre les conflits, une approche qui pourrait aussi mettre à mal les intérêts des alliés des États-Unis. Donc le multilatéralisme, effectivement, pourrait connaître un recul net dans les 4 prochaines années. Hicham Kasraoui, je vous remercie pour cet éclairage. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes consultant en stratégie, expert à l'Institut marocain d'intelligence stratégique. Merci pour l'invitation.